Au volant, en venant ici, je me disais que je suis le seul conférencier qui n'aura pas à enregistrer ses bagages, à subir la fouille de sécurité ou l'interrogatoire douanier, parce que je vis à Thornhill. Le plus étrange, c'est que je travaille très rarement à Toronto. Notre bureau est à Phoenix. Nous avons des bureaux en Angleterre, en Norvège, en Malaisie, en Australie et dans diverses parties du monde. Nous travaillons dans le monde entier et c'est toujours la manifestation d'une idée, mais je vis ici. Je vous ai donné ce livre. Tout le monde l'a reçu? Bien. Quand j'ai écrit « Vous êtes né riche », je l'ai envoyé aux éditeurs. C'est ce qu'on fait d'habitude quand on écrit un livre. Et la plupart du temps, ils vous envoient un avis de refus. J'en ai reçu un dont j'ai pensé « Il faut que je le garde ». Je ne l'ai pas encore encadré, mais je l'ai depuis longtemps. La lettre est très propre, dans le style correspondance d'affaires, sur du papier en tête d'un éditeur assez important de New York. Un homme l'a signé et il a écrit « Ce livre est absurde ». Heureusement que j'avais compris ce que Jack vous a enseigné plus tôt. Ce n'est pas ce que les gens vous disent qui compte, mais ce que vous pensez ensuite. Je me suis dit, ce pauvre vieux ne saisit pas la vérité. Un autre a acheté ce livre. Il ne l'a pas lu. Il l'a emporté à Montréal et il l'a donné à un homme. Et cet homme en a acheté 50 000 exemplaires. Je l'ai vraiment bien aimé. Le concept qui sous-tend « vous êtes né riche », même si bien des gens disent « vous ne pouvez pas le décrire comme ça », c'est l'inspiration qui me l'a soufflé. Vous naissez riche. Vous êtes juste un peu à court d'argent. Nous avons tous de grandes réserves de talent et d'aptitudes en nous. Et il nous incombe de les faire sortir. C'est l'objet du programme Riche à la naissance. Il a transformé bien des vies. En fait, je donne plusieurs de ces livres. Je vais en donner 2000 demain. Certains me demandent pourquoi donnez-vous autant de livres. Supposons que je vous remette une brochure de notre entreprise. Vous pourriez la laisser sur la chaise ou dans l'auto, ou la jeter à la poubelle en partant. Mais un livre, vous allez le garder. Avez-vous déjà remarqué cela? Vous ne jetez pas les livres. Mon bureau, qui est plutôt une belle table, est au centre d'une pièce dans laquelle il y a plein de livres. Il y a probablement 3000 livres sur les étagères. Je n'en ai jeté aucun. Avez-vous déjà remarqué qu'on ne peut pas jeter un livre? Nous avons une entreprise, vous pouvez noter cela, Life Success Publishing. Nous encourageons les gens à écrire des livres et à les utiliser en tant que brochure. C'est la meilleure brochure que vous puissiez avoir. Personne ne la jette. Ça va vous attirer des clients. Pensez-vous que je puisse gagner des clients en donnant 4000 livres? Je pense que oui. J'en donne depuis longtemps. On en vend aussi. Curieusement, ceux que je vends compensent probablement ceux que je donne. Ça s'équilibre. Mais alors vous y gagnez. Parce que ça vous attire plus de clients. Je vais vous parler d'accroissement de la clientèle. Et d'un sujet dont la plupart des gens ne parlent pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas en parler, mais ils ne le veulent pas. Vous allez le voir à l'écran, SGR. Vous avez une feuille de papier et je vous demande d'y faire attention. Dans le coin supérieur gauche, vous verrez le sigle SGR. On y lit la loi de l'attraction et sous le cercle, là où la richesse est un résultat prévisible. Je maintiens que je peux enseigner comment devenir millionnaire à toute personne qui m'accordera son attention et suivra quelques règles simples dans une période de temps relativement courte. C'est l'objet de la SGR. C'est la science de l'enrichissement. Je ne vous demande rien aujourd'hui. Je veux que vous l'apportiez et, à la maison, que vous alliez tout droit au bas de la page. Vous y verrez l'adresse d'un site web. powerwithin.thesgrprogram.com.
Il faut que vous visitiez ce site. Vous allez y trouver tous les éléments du programme SGR. Il n'est sur le marché que depuis un peu plus d'1 mois. Un mois pendant lequel un homme a pu gagner 80 000 $. En fait, nous avons versé près d'1 million de dollars en commission sur ceci. Je me suis assis il y a longtemps pour étudier la science de l'enrichissement. En 1968, la Nightingale Conant Corporation est l'entreprise qui a lancé une industrie, l'industrie de l'enregistrement qu'on connaît aujourd'hui. J'ai entendu John Assaraf parler de l'écoute de cassettes. J'étais assis là et je me disais, j'écoutais des disques. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont mis en dernier, je suis l'aîné. C'est par ça que j'ai commencé, les disques. Quoi qu'il en soit, j'étais à Chicago où je travaillais pour la Nightingale Conant Corporation. Elle a lancé cette industrie, celle de l'auto-formation, du matériel enregistré tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec un disque appelé « Le secret le plus étrange ». Le secret le plus étrange était qu'on devient ce à quoi on pense. Je travaillais avec Earl et Lloyd quand la Columbia est venue remettre un disque d'or à Earl, parce que c'était le premier disque non relié à l'industrie du divertissement qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Dans mon bureau, j'ai une photo dédicacée de Earl qui reçoit ce disque d'or de la Columbia. Je tiens beaucoup à cette photo, parce qu'elle marque le début d'une industrie. Et bien sûr, il y a environ 1 an, Rhonda Byrne a lancé Le Secret, qui est essentiellement le même concept, mais qu'elle présente différemment. À mes débuts, j'ai commencé par « Réfléchissez et devenez riche ». J'étais assis dans la cuisine de Lloyd Conant en 1968. J'ai dit « Lloyd, comment avez-vous démarré cette entreprise ?» Parce que je savais qu'il avait lancé une industrie. On était assis, les jambes étendues, après dîner. Il a dit, on m'a donné un petit livre vert. Quand il parlait, Lloyd était toujours comme ça. Son esprit dérivait et il vous emmenait avec lui. On ne savait jamais où ça allait nous mener. C'était un visionnaire phénoménal. Travailler avec lui a été un tournant dans ma vie. Il a dit, on m'a donné ce petit livre vert, je l'ai apporté chez moi et je l'ai étudié pendant tout le week-end. Puis j'ai décidé de lancer cette industrie. Je n'étais plus intéressé à la manière dont il avait lancé son entreprise. Je voulais savoir ce qu'était ce livre vert. Si vous en avez un, pouvez-vous m'en donner un? Je dévorais ce genre de choses, je le fais encore. Il a dit, oui, et il m'a donné un exemplaire de La science de l'enrichissement. C'est le livre qui a inspiré Rhonda Byrne à écrire Le Secret. J'ai commencé à l'étudier en 1968 et je me disais, c'est l'ouvrage sur l'argent le plus complet que je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais rien vu de tel. Il y avait des parties du livre d'origine écrit en 1903 qui n'étaient pas dans cette édition, probablement parce que l'auteur n'en savait rien. Et c'était les lois de l'univers, les facteurs intellectuels, nos muscles mentaux. Et j'ai pensé, je dois l'intégrer à ce que je fais. J'ai élaboré un programme. Je l'ai enseigné pendant un moment. Puis je me suis dit, il manque encore quelque chose. Je l'ai retiré du marché. Tout le monde a dit, mais pourquoi le retirez-vous du marché? Il se vend. J'ai répondu, parce que je le veux. C'est le luxe d'avoir votre propre société. Vous n'avez pas demandé la permission. Alors j'ai pensé, je dois en faire quelque chose de différent. Quand Le Secret a été publié, j'ai su exactement ce que j'allais faire. J'allais enseigner aux gens comment se développer, comprendre la loi de l'attraction et travailler en harmonie avec elle. Tout est dans ce programme. Puis j'ai pensé, je vais aussi faire en sorte que tout le monde en trouve l'étude bénéfique. Parce que si vous vous interrogez sur vos aspirations profondes, vous ne vous le demanderez plus à la fin du programme. Je l'étudie depuis 1968. Il m'a aidé à gagner jusqu'à 1 million de dollars en une semaine. Comme Jack l'a dit ce matin, nous allons gagner 100 millions de dollars juste avec ce produit cette année. Je parle beaucoup d'argent. Si vous me connaissiez bien, vous sauriez que ce n'est pas si important pour moi. Ça l'est comme pour un coureur qui surveille son chrono. C'est un point de référence.
J'ai appris que l'argent sert à deux choses seulement. Pas pour l'amasser, sûrement pas. C'est pour assurer son confort. On entend dire « l'argent ne fait pas le bonheur ». C'est un énoncé absurde. Ça n'a jamais servi à rendre heureux. Il est là pour assurer votre confort. Quand quelqu'un dit « l'argent ne vous rendra pas heureux », dites « vraiment ?» Saviez-vous qu'on ne peut pas se balader en ville en réfrigérateur? Il va dire « qu'est-ce que vous racontez ?» J'ai simplement voulu répondre à un énoncé ridicule par un énoncé ridicule. Je comprends que les réfrigérateurs servent à conserver les aliments, pas à se balader en ville. L'argent est là pour assurer votre confort, pas pour vous rendre heureux. Si vous êtes malheureux, au moins vous serez malheureux dans le confort. C'est un peu réconfortant. Voilà. L'autre, il vous permet d'étendre les services que vous offrez bien au-delà de votre présence. Et ça, c'est important. J'ai décidé, il y a plusieurs années, d'avoir une entreprise qui serait à l'œuvre dans le monde entier et que tous ceux qui y travaillent deviendraient riches. J'ai pris la décision de faire cela. Au volant aujourd'hui, en venant ici, j'ai dit à ma femme, « L'argent nous permet de voir les choses différemment dans notre vie, n'est-ce pas? Il nous libère. » On ne perd pas de temps à se demander si on en a les moyens. On se demande si on le veut vraiment. On n'a pas à se demander si on pourra le payer, on dit à un autre de le payer. L'argent est un amplificateur. Il amplifie ce qu'on est déjà. Si vous n'êtes pas très gentil, ça vous rendra exécrable. Mike Parrott, un joueur de baseball des ligues majeures, m'a dit un jour à Las Vegas, « Vous savez, c'est exact. Je me souviens de quelques gars des ligues mineures qui n'étaient pas très gentils. Quand ils ont signé ces contrats mirobolants des ligues majeures, ils sont devenus insupportables. Mais si on est gentil, ça nous rend encore plus gentils. Parce que ça nous permet de faire plus de bien que par notre seule présence. On ne veut pas l'amasser, je n'ai aucun désir de le laisser à ma mort. Je veux l'utiliser pour faire connaître ce qu'on fait ici, partout dans le monde. Car partout, on a besoin de ce que nous enseignons. Le pouvoir est intérieur. Je me suis dit, quel nom formidable pour une organisation. Tout votre pouvoir est en vous, pas à l'extérieur. Dans la science de l'enrichissement, je me suis investi à fond pour en faire plus que l'un des meilleurs programmes de développement personnel du monde. Je me suis dit, je vais en faire une machine qui rapporte de l'argent. C'est un programme affilié, l'un des plus riches du monde. Quand on se met à l'étudier, on ne peut plus s'empêcher d'en parler. Il est trop bon, absolument phénoménal. Je me suis demandé, avec qui est-ce que je peux faire ça? J'ai contacté Michael Beckwith et Jack Canfield. Ce sont des as dans leur domaine. Qui a vendu 100 millions de livres? Je connais Jack depuis des années. On n'avait jamais vraiment travaillé en étroite collaboration. Nous avons travaillé ensemble. Je respecte le travail qu'il fait. Il accomplit une tâche phénoménale. J'ai pensé, voilà le genre de personne avec qui je veux faire ça. Je l'ai appelé, et comme il l'a dit, il a pris une journée pour y réfléchir, et il a compris que ça lui rapporterait quelques millions. Il a donc dit d'accord. Enfin, il n'y a consacré que quelques heures, il vous l'a dit. Mais il sera toujours payé. Toujours, c'est long. C'est indiscutablement l'un des programmes les plus fantastiques que vous verrez. Vous devez y jeter un coup d'œil. Gardez cette feuille. À la maison, allez sur Internet. John a mentionné quelque chose que j'ai retenu il y a longtemps. Napoleon Hill a dit « Si vous croyez qu'il suffit de trimer dur et d'être honnête pour devenir riche, oubliez ça car ce n'est pas vrai.
La richesse, quand elle abonde, ne résulte pas du labeur. La richesse, quand elle vient, découle d'exigences précises, fondées sur l'application de principes précis et non par hasard ou par chance. John Assaraf a dit que j'ai été son mentor. Mais à son insu peut-être, il a aussi été le mien. C'est l'un des hommes d'affaires les plus avisés que je connaisse. Je l'ai vu aujourd'hui. Il réside maintenant en Californie. Ça faisait un bon moment qu'on s'était vus. Il a dit, « Comment vous y prenez-vous pour faire tout ça ?» Je lui ai dit, « Je délègue, John. » Notre entreprise a l'une des meilleures équipes au monde, des gens extraordinaires. J'ai appris ça de lui. Je l'observais faire des choses sans travailler et encaisser des millions, littéralement, jusqu'à 18 millions en une année. J'ai pensé, il n'aura aucune difficulté à trouver 1 million de gens d'affaires avec lesquels travailler, car tous ceux qui vont l'écouter vont le suivre. Voici une autre citation. C'est ce que Napoleon Hill a appris de Carnegie. J'ai étudié Carnegie et Hill. J'étais en Malaisie à la conférence internationale Napoleon Hill pour donner une conférence à Kuala Lumpur. Hill a appris ceci de Carnegie. Il dit, l'accumulation de grandes fortunes nécessite du pouvoir. Et le pouvoir s'acquiert par des connaissances spécialisées très organisées et dirigées de manière intelligente. Mais cette connaissance n'est pas nécessairement le privilège de la personne qui accumule la fortune. J'ai appris cela dans les années 60. J'ai appris qu'on n'a pas à être très intelligent si on veut gagner beaucoup d'argent, mais qu'il vaut mieux s'entourer de personnes intelligentes. Ce que j'ai fait. Vous avez probablement été élevé selon la même idée que moi. Il faut être très intelligent. Non! Je suis allé au lycée pendant 2 mois. Je n'ai pas choisi de partir, ça a été leur choix. J'étais plutôt content par contre. On m'a élevé en me faisant croire qu'il faut être très intelligent. Je savais que ce n'était pas vrai. Je n'étais pas si intelligent et je gagnais beaucoup d'argent. On m'a élevé en me faisant croire que pour réussir en affaires, il faut avoir beaucoup d'expérience. Je n'en avais aucune. Comment j'ai fait? J'ai commencé en nettoyant des sols après avoir lu « Réfléchissez et devenez riche ». 5 ans plus tard, j'étais à Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta et Londres. J'ai une affirmation. Je suis si heureux maintenant de recevoir de plus en plus d'argent de diverses sources sur une base continue. On peut développer ses activités, jouer une partie plus importante et c'est toujours amusant. Si on court, on veut courir plus vite. Si on saute, on veut sauter plus haut. Je vous demande de regarder cette loi de l'attraction. D'y penser vraiment, parce que je sais que vous l'avez étudié, je sais que vous avez assisté à des séminaires. Une dame est venue me voir en me disant « Je possède tout cela ». Il y a toutes sortes de personnes ici, mais vous savez qu'il manque quelque chose. Combien sont de cet avis? Non, attendez. Combien peuvent tenir le bras levé au-dessus des épaules? Voyons si vous le pouvez. Combien ont étudié ceci, mais les résultats se font attendre? Ça ne va pas comme vous le voulez. Il manque quelque chose. Oui, il y a un peu plus de mains levées. La chose que vous devez faire, c'est être d'une franchise absolue envers vous-même. S'il y a quelque chose qui manque, vous devez l'identifier. Si vous ne trouvez pas ce qui manque, vous aurez toujours le même résultat. Je voulais savoir pourquoi j'ai changé. Parti d'un revenu nul, je gagnais beaucoup d'argent. Je ne savais pas pourquoi. J'ai pensé que c'était parce que j'avais lu ce livre, mais je l'ai donné à d'autres, sans résultat. J'ai alors obtenu les enregistrements d'Earl Nightingale. J'avais un tourne-disque portatif dans ma voiture. J'achetais les disques et je les donnais aux gens. Ils ont commencé à parler de moi. Parce qu'un disque dit la même chose. Si c'est un enregistrement, il répète la même chose. On n'y change rien. Je continuais d'écouter la même chose et de lire le même livre. Tout le monde disait, vous ne lisez rien d'autre? Je disais non, juste ce livre. J'étais une source d'inquiétude pour mon entourage. Je commençais à me poser des questions, mais mes résultats s'amélioraient constamment.
J'en ai déduit que quelqu'un devait savoir pourquoi j'avais changé. Il l'avait écrit dans le livre où ils en parlaient, et j'ai résolu de trouver pourquoi. J'avais travaillé pour certaines des plus grandes sociétés du monde. Je vais vous raconter l'une des choses les plus flagrantes que j'ai apprises. Je parle d'éléments très fondamentaux, des gens qui font vraiment bouger les choses. Ça peut être un vendeur. J'ai travaillé à la Prudential, l'une des plus grandes sociétés d'assurance du monde. Il y avait une personne qui gagnait autant que 50 ou 75 personnes, toutes ensemble. Et il ne savait pas comment cette personne faisait. Je le savais. Un homme était venu me voir au Waldorf Astoria à New York. J'avais donné un séminaire de 3 jours. Il a dit « Bob, je tiens à vous remercier. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que j'ai fait. » J'ai demandé « Qu'avez-vous fait ?» Il a dit « J'ai remporté la médaille d'or du décathlon aux Jeux Olympiques. » Il était le plus grand athlète au monde et il ne savait pas ce qu'il avait fait. Je le savais. John a décrit Murray comme un compétent inconscient. Savez-vous que la plupart des gens les plus productifs du monde sont des compétents inconscients? Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ils réussissent si bien. Ils le font simplement. Mais pourquoi? Une autre personne fait essentiellement la même chose, mais elle n'obtient pas le même résultat. Comme le précise la science de l'enrichissement, on ne s'enrichit pas en faisant certaines choses. On s'enrichit en faisant les choses d'une certaine manière. Savez-vous comment? Par la loi. Remettez la diapo. Nous savons qu'il manque quelque chose. Nous voulons savoir ce que c'est. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Tant qu'on ne trouvera pas pourquoi on obtient toujours et toujours le même résultat, ça ne va pas changer. Voilà votre réponse. C'est ce qu'on appelle des paradigmes. Je sais que ce mot est très courant aujourd'hui. Mais la plupart des gens ne peuvent pas définir ce qu'est un paradigme. John en a parlé plus tôt. Il y a une zone de votre esprit où vous rassemblez l'information. À cause de cela, la plupart des gens savent qu'ils peuvent faire bien mieux que ce qu'ils font. Leur problème, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ils ne le font pas. On peut remonter directement à l'enfance. Je me souviens que les enseignants me demandaient « Bob, pourquoi tu fais ça ?» Je ne sais pas. « Comment tu ne sais pas? Tu peux trouver mieux ?» Je sais. « Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Je ne sais pas. Je rentrais à la maison et ma mère me disait « Pourquoi tu fais ça ?» Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Tu peux trouver mieux. Je sais. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je ne sais pas. Je suis entré dans la marine. Tous les commandants m'ont demandé « Proctor, pourquoi avez-vous fait ça ?» Je ne sais pas, monsieur. Comment vous ne savez pas? Vous pouvez trouver mieux. Oui, monsieur. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je ne sais pas. Je me suis marié, ma femme a dit « Pourquoi tu fais ça ?» J'ai dit « Laisse tomber. » Je ne savais pas pourquoi je faisais ce que je faisais. Je faisais des choses que je ne voulais pas faire, j'obtenais des résultats non souhaités, et je le faisais quand même. Vous savez quoi? Vous aussi. Pourquoi fait-on ce qu'on ne veut pas faire? Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Vous pouvez faire mieux. Savez-vous pourquoi vous riez? Vous pouvez vous identifier à ce que je dis. Ce sont des paradigmes. C'est vraiment cela. Joel Barker a écrit le livre sur les paradigmes. Il a dit « Ignorer le fait que les paradigmes peuvent influencer son jugement, c'est courir un risque dans son exploration de l'avenir. Si vous voulez vraiment réussir et bien vivre, mieux vaut comprendre ce que sont les paradigmes. » Et j'ai commencé à comprendre. J'ai compris pourquoi j'avais changé. J'ai rassemblé cela de manière cohérente vers 1973 et je l'ai enseigné. Quand Rhonda Byrne a parlé de la loi de l'attraction, j'ai déniché une vieille émission de radio diffusée ici à Toronto en 1998 sur la loi de l'attraction, sur la fréquence 97.3. La loi de l'attraction a toujours été présente, c'est comme la loi de la gravité. C'est une chose qu'on ne peut pas changer, elle est là, à l'œuvre, tout le temps. Vous l'utilisez maintenant, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est la gravité qui vous colle à votre siège et vous évite d'aller rebondir au plafond. Et si vous dépassez le bord de la Seine, la gravité va vous causer un petit problème. C'est comme l'attraction. Tout ce qui entre dans votre vie, tous ces problèmes que vous avez,
Envoyez-moi d'autres. Oh, les voici. On les a commandés. Ils arrivent à l'heure. Mais vous dites, je n'ai jamais demandé ça. Oh, vraiment? Vous savez, ce rhume que vous avez, le rhume commun, vous pensez que c'est normal? Remontez de 35 ou 45 jours et demandez-vous, pourquoi est-ce que j'étais aussi confus? Et j'avais tant de difficultés à me décider. Je le fais, je ne le fais pas, je le fais, je ne le fais pas. Vous avez planté la graine. Il y a une période de gestation et 30 ou 45 jours plus tard, cette confusion s'exprime. Atchoum! Vous dites, ça ne cause pas un rhume. Continuez à souffrir de votre rhume. Ce n'est pas ce que les gens ne savent pas qui leur nuit, c'est ce qu'ils savent et qui est faux. Ils pensent que le rhume est dû à une cause extérieure, qu'ils n'y peuvent rien. Ça ne fonctionne pas comme ça, depuis toujours. Les paradigmes peuvent être à la fois un mal et un bien. Quand vous changez vos paradigmes, vos résultats vont changer. Je sais que vous n'êtes pas venu ici parce que vous cherchez quelque chose à faire. Vous êtes probablement tous très occupés. On ne trouve pas à ce genre de séminaire des bons à rien et des désœuvrés. On y voit des personnes qui cherchent vraiment. Elles veulent réussir. Elles veulent bâtir cette entreprise. Elles veulent recruter plus de monde. Elles veulent une vie meilleure. Ce sont les résultats que vous voulez changer. Vous dites vouloir changer? Ce sont les résultats que vous voulez changer. Toujours les résultats. On veut gagner plus. On veut vivre dans un corps en meilleure santé. On veut s'amuser davantage. J'aurai 73 ans dans quelques mois. J'ai plus d'énergie que la plupart des jeunes de 23 ans. L'âge n'a absolument rien à voir avec votre niveau d'énergie. Les gens disent, vous devriez ralentir. Ce sont des âneries. Vous devriez accélérer. Ce qu'il faut faire, c'est se calmer et accélérer. Quand on est calme, l'énergie passe librement en nous. Librement. Il y a une dame ici à Toronto qui enseigne ça. Vous devriez noter son site web. Elle est très douée. Elle vous montre comment être super calme. Son site est calmconfidence.com. C'est ce qu'elle enseigne. Elle est très douée. Je la recommande dans le monde entier. Je n'ai aucun lien avec son entreprise. Je veux juste l'aider parce qu'elle enseigne si bien. Vous savez, plus on devient calme, plus l'énergie passe librement en nous. Elle s'écoule librement. La circulation est une loi de l'univers. Quand la circulation cesse, tout se détraque. Imaginez ce qui se passe si le sang cesse de circuler. Il franchit des centaines de kilomètres toutes les 33 secondes. Il transporte tous les nutriments et tous les déchets sur un seul circuit. Savez-vous que lorsque l'énergie circule librement, vous êtes vivant? Quand il y a des blocages, à quoi est-ce que c'est dû? Au ressentiment, à la culpabilité, à la honte, à la négativité. Détendez-vous. Si je veux être libre, je dois être moi. Pas le moi que je pense que vous pensez que je devrais être. Pas le moi que je pense que ma femme ou mes enfants veulent que je sois. Si je veux être libre, je dois être moi. Je veux être libre. Je veux que l'énergie circule librement en moi. Vous voyez, nous devons comprendre ce que sont les paradigmes. Je pourrais vous donner plein de réponses compliquées, comme celles qu'on trouve dans les livres sur la science du comportement, la psychologie ou la psychiatrie. Je l'ai fait et je n'y ai rien compris. J'ai constaté que les gens qui savent vraiment communiquer tiennent compte du niveau de compréhension des étudiants. J'ai trouvé un bon enseignant. J'ai appris que les paradigmes ne sont qu'une multitude d'habitudes. On veut maintenant savoir ce que sont les habitudes, comment on les acquiert. Quand on comprend cela, notre vie entière se met à changer. Regardez bien, ça vient du passé. Vous avez hérité de la plupart de vos habitudes. Elles ne sont même pas à vous. Vous en avez hérité. Ce sont les habitudes des autres. Elles font toute partie du paradigme. En voici un bon exemple. La culture est une habitude collective. C'est ça la culture. Je travaille dans le monde entier, dans des pays aux cultures différentes. Ce ne sont que des habitudes collectives. Les gens semblent différents, la langue, les vêtements, la nourriture, mais ils sont tous pareils. Nous sommes tous pareils.
La plupart des gens qu'on dit noirs ne sont pas noirs du tout. Ceux qu'on dit blancs ne sont pas blancs. Vous n'avez jamais vu une personne blanche. Si vous en voyez une, vous vous enfuiriez probablement. Les gens disent « vous êtes blanc ». Non, ma chemise est blanche. Savez-vous pourquoi on dit « je suis blanc » et l'autre est noir ? Parce qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais au travers de nos yeux, grâce aux cellules de la reconnaissance dans notre cerveau. Comme John l'a dit, notre cerveau est programmé. J'étais là-bas à côté de Jerry et il m'a dit « combien de fois sont-ils échangé le ballon? Combien en avez-vous vu ?» J'ai dit « je ne comptais pas. Avez-vous vu ce gorille ?» Il a dit « quel gorille ?» Oui, il est plutôt futé. J'ai dit, ce grand gorille, il est arrivé sur la scène et il a fait comme ça. Il a dit, allons donc. Je vous ai dit que vous étiez aveugle, Jerry. N'est-ce pas tordu? J'ai triché. John m'avait prévenu à propos du gorille. Je ne savais pas vraiment de quoi il parlait, mais tout ce que je cherchais était un gorille. Je regardais partout. Finalement, il y en a un qui est passé. Bon sang, voilà le gorille. Je pensais que les gens devaient le voir. Mais non, je ne comptais pas les ballons de basket. Les habitudes des autres. En voici un bon exemple. Ma femme et moi sommes ensemble depuis plus de 30 ans. On faisait nos courses ensemble. À l'épicerie et je lui dis « sais-tu ce que j'aimerais? Du navet. » Elle dit « d'accord. » Je vais à l'étal et je prends un navet. Elle dit « qu'est-ce que c'est ça? » Je dis « mais quoi, c'est un navet. » Elle dit « je ne mange pas ça. » C'est la racine d'un navet. Je dis « quoi? » Je n'ai jamais pensé que c'était une racine. Ça pousse sous terre, je suppose. J'imagine. Je ne sais pas. Je lui dis, qu'est-ce que tu manges? Elle me répond, on donne ça au cochon, on mange la verdure du navet. Je dis, on aura tout vu. On donne ça au cochon. Voyez-vous, je suis né à Owen Sound, en Ontario, et j'y ai passé mon enfance. Et ma femme a été élevée dans l'Alabama et à Pensacola, en Floride. Deux cultures complètement différentes. Elle dit, je ne mange pas ça. Et moi, je ne mange pas la verdure. On ne mange donc pas de navet. Je marchais dans le supermarché en pensant... Quelle bizarrerie. Je me demande qui a décidé de manger la racine du navet. Je n'ai jamais pensé que c'était la racine. Puis je me suis demandé si c'était ma mère. Mamie nous servait du navet. Ça doit remonter plus loin encore. J'ai pensé on pourrait remonter sur plusieurs générations. Et je mange encore la foutue racine. Puis je me suis demandé qui les avait convaincus de manger la verdure. Je me suis dit que ce n'était pas important. Mais le principe l'est. Ça fait partie de notre vie. Je mange la racine du navet et ça me convient très bien. Elle n'en mange pas. Je lui ai demandé, y as-tu déjà goûté? Elle a dit, non, je n'en ai jamais mangé, je n'aime pas ça. J'ai dit, comment sais-tu que tu n'aimes pas ça? Elle a dit, je le sais, voilà. Je me suis mis à réfléchir à toutes les choses du genre qui influent sur notre vie. Ce sont des paradigmes. Savez-vous que personne dans ma famille n'a fréquenté l'école? Personne, que je sache. J'ai vérifié. Personne. À 15 ou 16 ans, la question se posait. Tu vas y aller? Oh non, je m'en vais. Après avoir beaucoup étudié, j'ai eu des enfants. J'ai donc modifié la question. Je ne leur ai pas demandé s'ils allaient étudier, je leur demandais juste où ils iraient. Une question et la descendance a changé. J'ai eu un enfant dont j'ai pensé qu'il n'abandonnerait jamais. J'ai conclu un marché. Tu étudies, je paye.
Il y a eu des moments où je me demandais si j'agissais correctement. Remettez la diapo, s'il vous plaît. Si vous remontez le fil du temps, toutes sortes de personnes vous ont influencé. Il y a des choses que vous faites et qu'ils faisaient. Ma mère est décédée l'année dernière, à 93 ans. On fêtait son anniversaire. Elle passait l'hiver à Largo, en Floride. On avait l'habitude d'organiser une fête à son anniversaire. Mon frère venait de la Californie. Ma sœur et moi descendions en Floride pour célébrer son anniversaire. Bien sûr, on se levait et on disait quelques mots sur maman devant tous ses amis. On invitait tous ses amis à ces fêtes. Je disais que je me souvenais de maman. Je ne saurais jamais comment elle se débrouillait avec le peu d'argent qu'elle gagnait. Elle rentrait à la maison avec son argent en poche, elle s'assoyait à la table de la cuisine et elle redressait les coins des billets. Vous savez, ils sont toujours un peu repliés. Elle s'assoyait et elle redressait tous les coins. En voici un qu'il faut redresser. Elle faisait cela en se demandant probablement « Comment est-ce que je vais me tirer d'affaire avec si peu ?» J'ai expliqué cela pendant le dîner. Et mon frère a dit, c'est là que j'ai appris ça. Il faisait cela. Il n'y a jamais fait attention, n'est-ce pas? C'était une habitude, jusqu'à ce qu'il m'entende en parler et décrire ce que ma mère faisait. Combien d'habitudes avons-nous emprunté ainsi à nos parents? Elles sont imprégnées en nous. Savez-vous que la plupart des bénéficiaires de l'assistance publique sont bénéficiaires de 3e, 4e et 5e génération? Si vous êtes né dans une famille anglophone ici à Toronto, vous n'apprendrez probablement pas d'autres langues. J'ai des associés à Kuala Lumpur dont les enfants de 3 et 4 ans parlent 4 langues. Ils n'y pensent pas. Ils sont tous multilingues à la naissance. On peut apprendre au bébé à lire avant qu'il ne parle. J'en ai parlé à David. Voici Comment multiplier l'intelligence de votre bébé de Glenn Doman, un livre phénoménal. La plupart d'entre nous n'y connaissent pas grand-chose. Nous sortons de l'école et nous savons très peu de choses sur nous-mêmes. Nous avons été conditionnés à vivre de l'extérieur vers l'intérieur. Vas-tu regarder ça? Regarde, vas-tu écouter ce que je te dis? Puis on va à l'école et qu'est-ce qu'on nous donne? Un bulletin. Le bulletin indique aux enseignants et aux parents quel genre d'étudiants nous sommes. Savez-vous ce que ce bulletin nous dit? Il nous dit où notre esprit se trouvait pendant quelques minutes il y a 3 semaines peut-être. Ça n'a rien à voir avec notre potentiel. On laisse l'école et la feuille de vente devient le nouveau bulletin, ou le bilan, ou le relevé bancaire. Nous laissons ce qui se passe à l'extérieur contrôler ce qui se passe à l'intérieur. Or, on obtient ce qu'on veut quand on se met à travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Cessez de vous laisser contrôler par votre présent. Ça fait partie du paradigme de vivre depuis l'extérieur. Il vous suffit de changer cela. Huxley a dit il n'y a qu'un élément de l'univers que vous pouvez avoir la certitude d'améliorer et c'est vous-même. Vous êtes cette partie de l'univers. Ça se joue uniquement entre vous et vous-même. Il n'y a personne d'autre. Pour améliorer n'importe quel aspect de votre vie, vous devez consulter quelqu'un qui comprend vraiment ce dont il parle. C'est une chose que je comprends vraiment. Si vous consultez notre site web, vous verrez que le Dr John Mack vient d'acheter l'école Montessori de Fort Lauderdale. Sa femme et lui sont psychiatres. Ils veulent travailler auprès des enfants. Il dit que je lui en ai appris davantage sur l'esprit que pendant 4 années d'études de médecine et 5 de formation en psychiatrie. Comprenez bien ceci. Peu m'importe que vous ayez fréquenté l'école ou pas. Quand on étudie la même chose pendant 50 ans, on apprend quelque chose même si on est un peu lent. Je me permets de me vanter de tout ce que je vous dis parce que rien de cela n'est de moi. Je suis allé dans les plus grandes sociétés du monde et j'ai vu leur chiffre d'affaires croître de centaines de millions de dollars et tout ce qu'on a fait, ça a été de leur en apprendre un peu sur eux-mêmes. Pas beaucoup, un peu. Alors examinons ce mois. Je vais vous faire partager une chose
Et si vous êtes très attentif, ça pourrait métamorphoser votre vie. Richard a enseigné ici. Il a assisté à un séminaire il y a longtemps et ça a changé sa vie. Quand John Assaraf a eu 21 ans, je lui ai dit « John, ne demandez pas si vous êtes à la hauteur de l'objectif. Demandez-vous si l'objectif est à votre hauteur. Vous y jouez votre vie. Cessez de gaspiller votre temps à atteindre un petit objectif que vous savez être capable d'atteindre. Ça ne va rien exiger de vous-même. » Hillary n'a jamais su comment il allait parvenir au sommet de la montagne. J'ai travaillé avec lui à 3 reprises. La seule différence entre Ed Hillary et vous et moi, c'est sa taille. Il est grand. Les frères Wright ne savaient pas comment faire décoller leur avion du sol. Edison ne savait pas comment créer une ampoule. Aucun d'eux ne le savait. Ils n'auraient pu vous l'expliquer qu'en rétrospective. Ils ont juste vu l'étape suivante, l'action qui était nécessaire, et ils avaient un rêve. J'ai construit une image énorme dans ce programme SGR. J'y ai mis une machine génératrice d'argent qui va permettre à tout le monde, peu importe ce qu'on est ou ce qu'on fait, lorsqu'on est engagé dans ce qu'on fait sur le plan émotionnel, on doit en parler aux autres, de gagner une véritable fortune en se développant. Je pense qu'il m'incombe de partager cela, car c'est ce que je comprends. Jack Canfield est l'un des meilleurs au monde dans son domaine. Il résume chaque leçon et c'est ce que son cerveau a appris à faire. Il peut regarder quelque chose et l'ordonner superbement. Michael Beckwith a une extraordinaire compréhension de l'esprit. Je peux scinder une idée. Je vais juste l'effleurer. Nous parlons de penser en images. Pensez à une plume. Vous ne voyez pas P-L-U-M-E, vous voyez une plume. Pensez à une montgolfière. Vous ne pensez pas au mot, vous voyez la montgolfière. Demandez-vous ceci. À quoi ressemble votre esprit? À quoi ressemble votre esprit? Pensez-y pendant un moment. Vous êtes un être spirituel vivant dans un corps physique. Vous avez la chance d'avoir un intellect. C'est la manière dont vous utilisez vos facteurs intellectuels qui vont dicter votre état vibrationnel ou émotionnel. La vibration que vous vivez va déterminer ce que vous allez attirer dans votre vie. Napoleon Hill a écrit dans ce livre « Une personne éduquée ne possède pas nécessairement beaucoup de connaissances générales ou spécialisées. Une personne éduquée est une personne qui a tellement développé les facultés de son esprit qu'elle peut acquérir tout ce qu'elle veut ou l'équivalent sans violer les droits des autres. La plupart des gens ne connaissent même pas les facultés de leur esprit. » J'ai donné un séminaire à 2000 enseignants à London, en Ontario, il y a 15 ans. Aucun d'eux ne pouvait me dire ce que sont les facultés de l'esprit. Savez-vous que vous avez une mémoire parfaite? Il n'y a pas de mauvaise mémoire. Votre mémoire est d'une perfection absolue, elle n'a probablement besoin que de se développer. Il n'y a pas de mauvaise mémoire, ni de mémoire photographique. Il existe une mémoire très évoluée. Vous avez un facteur intuitif parfait. Vous pouvez sentir la vibration. Vous pouvez sentir l'énergie d'une autre personne et la décoder comme un livre. Si je donnais un séminaire, je marcherais parmi vous et je vous dirais comment vous êtes. Quel hémisphère de votre cerveau vous exploitez? Je peux vous regarder, saisir l'énergie et la sentir. Il y a 2 dames ici. Vous utilisez surtout votre hémisphère droit, toutes les 2. Vous pouvez sentir l'énergie. Vous avez un facteur intuitif. Vous captez l'énergie. Vous avez la perception, l'intuition, la volonté, la raison et l'imagination. Ce sont tous des muscles mentaux. C'est ce qu'on devrait nous enseigner à l'école. On nous enseigne à utiliser nos sens. J'ai 2 petits chiens. Ils peuvent voir, entendre, sentir et toucher. Nous devons commencer à comprendre quelque chose sur nous-mêmes. Remettez l'image un moment. Il y avait un médecin à San Antonio, au Texas, en 1934, qui se disait très engagé dans l'art de la guérison. Il a dit, il faut faire quelque chose à propos de cela. Nous traitons les gens sur le plan physique, mais nous devons traiter la personne dans son ensemble. La médecine holistique est maintenant chose courante. Mais ce n'était pas le cas en 1934. Pourtant, il a dit que si on soigne une personne en ne s'occupant que du corps, on traite le symptôme, on travaille sur l'effet, on ne s'attaque pas du tout à la cause. Or, c'est ce qu'on fait avec nos enfants à l'école. On regarde le bulletin et on dit « étudie, étudie ». Ça ne va pas fonctionner. Ils peuvent obtenir de meilleures notes, mais elles vont redescendre aussitôt car on n'aura pas changé le paradigme. Vous devez vous asseoir avec cette personne et comprendre son esprit.
Je travaille avec des enfants. J'ai accordé une interview à Yes TV, une chaîne jeunesse. On m'a demandé si je réussis avec les ados. Et j'ai dit que j'étais très bon avec les ados. On m'a demandé pourquoi. Parce que je ne leur parle pas comme à des ados. Ce sont des personnes. L'âge n'a rien à voir avec l'esprit. Je leur parle comme à tous les autres. Les seules choses qui peuvent manquer à un jeune, ce sont le vocabulaire et l'expérience, mais tout le reste est pareil. Ils vivent dans un corps physique, ils ont un esprit merveilleux, des facultés mentales. J'ai observé des jeunes passer d'une moyenne de C et D à A et B presque du jour au lendemain, avec le programme Riche à la naissance, parce qu'il leur montre ce qu'ils sont, le fonctionnement de leur esprit et des images dans leur esprit. Ce bon médecin a dit, nous allons produire une image de l'esprit. Je vais vous donner une image. Il y a des gens qui ont déjà vu cela. Voici l'esprit et le corps. Regardez, c'est plutôt mignon. Je pourrais vous amener dans certaines des plus grandes sociétés du monde et on vous dirait que c'est incontestablement l'un des concepts les plus extraordinaires qu'ils n'ont jamais vus. Je vous demande de voir votre tête comme étant votre esprit et tout le reste du cou aux pieds comme étant le corps. Je ne parle que du cerveau. Le cerveau est un instrument électronique, un centre de commutation électronique. Il modifie le taux vibratoire de cette masse de molécules qu'on appelle le corps. Ce n'est qu'une image. Ce n'est pas la réalité, mais elle est utile. La moitié supérieure va s'appeler l'esprit conscient et celle du bas le subconscient. La partie du haut est l'esprit pensant, c'est ce avec quoi nous pensons. Vous pouvez penser à tout ce que vous voulez. Il y a une énergie qui entre. Ne vous y méprenez pas. La pensée est une énergie. Les ondes de pensée sont des ondes cosmiques qui pénètrent le temps et l'espace. Il n'y a pas un endroit où la pensée est absente. J'ai toujours tenté d'expliquer cela lors des séminaires, mais avec l'arrivée du courrier électronique, j'ai pensé, ça y est, je ne peux plus rater le coup. Avec votre adresse mail, où que vous soyez dans le monde, ce mail est là. Pourquoi? Parce qu'elle est omniprésente. C'est une vibration. La seule chose qui arrête la pensée, c'est ce qui est en résonance avec la pensée. La seule chose qui arrête un mail, c'est ce qui est en résonance avec le mail. Si vous avez des cellules de reconnaissance dans votre cerveau, en me concentrant, je peux les activer même si vous êtes à l'antipode. Je ne vais pas poursuivre cet exposé, mais vous pouvez faire ça. Vous pouvez penser. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ne pensent pas. Earl Nightingale disait, si la plupart des gens disaient ce qu'ils pensent, ils seraient muets. Vous allez dire, tout le monde pense. Presque personne ne pense. Restez en retrait, objectif, dans un contexte social, et écoutez les conversations. Il est évident que les gens ne pensent pas, sinon ils ne diraient jamais de telles choses. Observez-les. Et au bar, en fin de soirée, vous entendrez quelqu'un dire « Je ne devrais pas faire ça ». Est-ce qu'il pense? Non. George Bernard Shaw a dit, non, c'est plutôt Henry Ford qui a dit « 2% des gens pensent, 3% pensent qu'ils pensent, et 95% préféreraient mourir plutôt que de penser ». L'activité mentale n'est pas la pensée. Ce qui se passe autour de vous provoque une activité mentale. Vos organes sensoriels captent toutes les vibrations, ce qui provoque l'activité mentale, mais ce n'est pas nécessairement la pensée. Donc, quand vous pensez en images. Et cela remue les émotions car vous élaborez ces images dans votre conscience et ensuite elles agissent sur votre subconscient. Quand vous faites cela, tout ce qui a un effet sur le subconscient doit être exprimé par le corps. Il s'exprime par l'action et les actions produisent des résultats. Nous y revenons. Ce sont les résultats que vous voulez changer. Vous et moi avons été programmés. Regardez cela pendant un instant. Si j'y reviens, l'esprit subconscient ne peut rien rejeter. Il accepte tout ce que vous lui donnez. Tout ce qui entre dans le subconscient doit s'exprimer par le corps en vibration ou en action. Il le faut. Pourtant, c'est entièrement déductif. Autrement dit, il accepte tout ce que vous lui donnez comme étant réel. Tenez la main comme ça. Tout le monde, levez la main comme ça. Mettez-la sur votre menton. Où est votre menton? Non, 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 non. OK. Maintenant, regardez ceci. C'est comme ça qu'un bébé fait son entrée en scène. Son subconscient est complètement ouvert. On peut prendre un bébé d'une maison de Toronto et le placer dans une banlieue de Pékin. Parti d'un foyer anglais d'ici, ce bébé va apprendre le chinois couramment en ignorant tout de la langue anglaise. Il grandirait dans la culture chinoise et il serait très normal.
Peu importe ce qui se passe autour du bébé, son esprit capte tout. Vous savez, on joue parfois à épeler des mots afin qu'il ne comprenne pas. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous pensez. Vous communiquez directement par l'intermédiaire de la molécule. Les images de votre esprit vont directement dans l'esprit du bébé. À la naissance, un bébé se met automatiquement à sucer. C'est une bonne chose. Pouvez-vous imaginer enseigner comment sucer à qui que ce soit? Fais bouger ta langue dans ta bouche et suce. Vas-y, fais-le. Pouvez-vous imaginer qu'on enseigne ça à un bébé? On n'y arriverait jamais. Le bébé suce automatiquement. Il cherche le mamelon, quand il l'a trouvé, il sait exactement quoi faire. Pensez à ceci. Si vous ne montrez pas à un bébé à utiliser une cuillère, pensez-vous qu'il l'apprendra? Non. Comment vous y prenez-vous? On prend le bébé dans ses bras, on met la nourriture sur la cuillère. Si la conjointe est assise là-bas et s'il ne pense pas, elle fait la grimace. Ça entre directement dans le subconscient. Peu importe ce qui se passe, un bébé sur lequel on veille grandit comme ça. C'est le conditionnement. L'esprit se conditionne. Le conditionnement n'est qu'un synonyme de paradigme. Le paradigme contrôle le comportement. Voyez les choses ainsi pendant un moment. L'esprit conscient est votre esprit intellectuel. C'est là qu'on collecte toutes les données. Alors on va à l'école ou on vient à ces séminaires et on collecte toute cette information. On rentre chez soi et quelqu'un demande « Qu'as-tu appris ?» Eh bien, je ne sais pas. On a appris ceci et cela, qu'on peut faire bien mieux que maintenant. Ils disent « Ah oui? Très intéressant. Tu as appris ça, hein? » Eh bien, c'est ce qui collecte l'information. Évidemment, le paradigme n'est pas en résonance avec le subconscient, il n'y réside pas. Voici ce que nous devons comprendre et maîtriser. La loi de l'attraction réagit au paradigme, pas à l'information que vous avez. Le paradigme est une multitude d'habitudes. Les gagnants gagnent automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils sont automatiquement dans cette vibration. Si vous ne changez pas votre paradigme, vos résultats ne changeront jamais. Vous allez changer à court terme, mais vous y reviendrez aussitôt. Vous avez vu cela? La première fois que mes résultats ont changé, je m'attendais à régresser. Ça n'allait pas durer. Non seulement ça a duré, mais ils se sont améliorés car je n'ai jamais perdu l'habitude d'étudier. Si vous faites preuve de sagesse, vous voyez les meilleurs du monde sur cette scène. Aujourd'hui, c'est incontestable. Je me suis mis à observer Lisa Nichols, et croyez-moi, Lisa Nichols établit le contact avec les gens. Cette dame a ce qu'il faut. Vraiment. Vous avez vu Jack? Bon sang, voyez les résultats qu'il a obtenus. Je suis dans ce domaine depuis 38 ans. Je l'étudie depuis 46 ans. Je n'ai jamais vu personne obtenir de meilleurs résultats. Je me souviens de la carte qu'il m'a envoyée quand il a acheté sa maison. Elle disait « Fantastique ». Les résultats s'améliorent sans cesse. Quand j'ai demandé à Jack de participer au programme SGR, il a accepté et je lui en ai envoyé un. Si vous voyez comment il est emballé, ça ressemble à un coffre au trésor. Vous allez être bouche bée. Rien que l'emballage est époustouflant. Il m'a répondu « Waouh, je n'avais rien vu de tel. Félicitations. Il est dans ce domaine depuis longtemps. J'y suis depuis 38 ans, je n'avais rien vu de tel. » On peut remettre la diapo. C'est le paradigme qu'on veut changer. Je vous demande d'y penser pendant un moment. Vous vous demandez, puis-je changer mon paradigme? Oubliez le paradigme pendant un moment. Pensez à vos résultats. Sont-ils meilleurs et sans cesse meilleurs? Votre revenu augmente-t-il sans arrêt? Attirez-vous de plus en plus de personnes intéressantes dans votre vie? Vous sentez-vous plus vivant et plus dynamique que jamais? Est-ce que ça va de mieux en mieux? Alors vous êtes sur la bonne voie.
Par contre, si vous retrouvez la même chose, les mêmes problèmes, voilà le paradigme. Ne vous en voulez pas pour ça. Comprenez que vous pouvez le changer. Puis-je changer le paradigme? La réponse est oui. En fait, un oui catégorique. Ça ne va pas se produire par accident, vous voyez? Je précise. Quand vous commencez à bien comprendre que vous pouvez changer le paradigme, vous avez de l'espoir. J'étais assis dans une caserne de pompiers à Toronto. J'ai trouvé ce livre et j'ai commencé à le lire. Je croyais franchement que j'étais coincé. C'était en 1961. Je gagnais 4 000 $ par année. J'étais malheureux, fauché et malade. Je ne pouvais pas voir comment changer les choses. Je devais 6 000 $. Si j'avais mis de côté tout ce que j'ai gagné pendant 18 mois, je m'en serais sorti, tout juste, sans rien pour subsister. Je ne voyais aucune solution. Je n'avais pas d'espoir. Quand une personne n'a pas d'espoir, elle est enlisée. Savez-vous ce qui arrive quand on a de l'espoir? Je vais vous le dire. Quand on a de l'espoir, on a des options. J'aime bien la manière dont John Assaraf en parle. Il a dit on peut fonder n'importe quel genre d'entreprise. N'importe quel genre. Parce que les fondements sont les mêmes. Mais l'entreprise commence par vous. Si vous voulez vraiment changer, vous devez changer à l'intérieur. Il faut bien comprendre que notre monde est en train de changer. Un changement si rapide qu'on n'a jamais vu ça. Le monde ne devient pas plus grand, notre monde rétrécit. On peut maintenant faire des affaires dans le monde entier. Je fais des affaires dans le monde entier. Je gagne de l'argent que je sois éveillé ou endormi. Ça me permet d'agrandir mon entreprise, d'aider plus de gens et d'en faire participer davantage. Mon partenaire commercial me disait que sa femme a participé à un projet de leur église de concert avec un groupe de personnes au Mozambique. Nous l'avons financé. Nous n'aurions pas pu faire ça quand j'étais dans la caserne de pompiers. La plupart des gens disent « ça ne m'intéresse pas de gagner de l'argent, je veux juste faire le bien ». Dans la science de l'enrichissement, Wattles a écrit « si vous voulez faire le bien, enrichissez-vous d'abord, car sans argent, le bien que vous pouvez faire se limite à votre présence ». C'est tellement important. Les gens qui pensent doivent comprendre cela. Nous dénigrons l'argent à cause des paradigmes. 1% de notre population gagne 96% de tout l'argent. C'est un tel déséquilibre que c'en est ridicule, voire pathétique. L'école ne vous enseigne pas à gagner de l'argent. Vous pouvez passer par toutes les étapes de notre système pédagogique, être diplômé des plus prestigieuses universités du monde, en finance, et être sans le sou. Ne pas pouvoir gagner d'argent parce qu'on ne vous a pas enseigné à gagner de l'argent. On vous a appris à l'additionner, à le conserver, à le déposer à la banque. Non, vous le placez là pour qu'il rapporte de l'argent. Ils vous ont escroqué. Vous voyez, notre monde change. Nous vivons dans un contexte économique différent qui n'a plus rien à voir avec celui dans lequel nous avons grandi. Cette petite puce change les choses comme le jour et la nuit. Il n'y a pas si longtemps, ici même à Toronto, j'ai acheté un camion pour transporter un grand tableau parce que je devais avoir un bon tableau et le bon genre de craie et des chiffons humides et secs parce que j'exposais mes idées au tableau. Je devais laver le tableau et le sécher avant d'exposer l'idée suivante. Aujourd'hui, je suis assis dans l'avion et je rédige des diapositives PowerPoint. Puis j'appuie sur un bouton et baboum, tout change. Qu'a dit Bill Gates? Une chose est claire, nous n'avons pas le choix de tourner le dos au futur. Personne ne vote pour déterminer si la technologie va changer nos vies. Vous voulez vous joindre au groupe de ceux qui vont très vite et vous n'avez pas à aller si lentement. Vous pouvez accélérer. Calmez-vous. À bien y penser, c'est vraiment phénoménal. Pensez-y un instant. La réussite financière est très liée, je pense que vous le savez, au fait d'être au bon endroit, au bon moment. Combien d'entre vous sont d'accord avec cela? Un instant. Combien peuvent garder le bras levé? Voyons combien vont garder le bras levé. Je sais qu'il est tard, secouez-vous pendant une seconde. Combien croient que le succès dépend beaucoup du fait qu'il faut être au bon endroit, au bon moment? Oui, c'est ce que je disais. Mais je vais vous dire quelque chose. Il manque un élément, c'est la conscience. John Assaraf a parlé de bamboo.com. Je l'ai présenté aux gens qui ont lancé ce projet. Ils m'ont appelé. John m'a appelé. En fait, tout le monde m'a appelé. Bob, vous devez vous joindre à ce projet. J'ai dit, je ne peux pas, je suis débordé, je dois faire ceci et cela. Je ne peux même pas vous dire combien de millions ils ont gagné. Je n'ai rien gagné. Je ne le regrette pas.
C'est la vie. Si on n'est pas conscient, on rate l'occasion. Vous étiez au bon endroit au bon moment. Plusieurs d'entre vous ont connu cela plusieurs fois. Et nous avons raté l'occasion parce que nous n'en étions pas conscients. Ce n'est qu'ensuite qu'on voit ce qu'on a raté. Maintenant, regardez ce petit point à l'écran. Et pensez à ceci pendant un moment. Ce petit point à l'écran représente votre niveau de conscience. Et votre conscience influe sur vos résultats. Maintenant, pensez-y bien. La seule chose que vous voulez vraiment dans la vie, c'est un plus grand niveau de conscience. Quand vous accroissez votre niveau de conscience, tout votre univers change. Les gens ne gagnent pas 100 000 $ par année parce qu'ils veulent 100 000 $ par année. Ils gagnent 100 000 $ par année parce qu'ils ignorent comment gagner 100 000 $ par mois. Les gens ne souffrent pas de mal de tête parce que ça leur plaît. Ils souffrent d'un mal de tête parce qu'ils ne savent pas comment se débarrasser du mal de tête. C'est leur tête. Ils ont mal, ils ne peuvent pas y mettre fin. Ils ne sont pas une tête, ils ont une tête. Je ne suis pas ma main non plus. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Le corps ne vient pas travailler aujourd'hui, il est malade ». Vous n'êtes pas votre corps, vous avez un corps. C'est votre tête. Si vous y provoquez de la douleur, vous pouvez y mettre fin. Quelqu'un a dit « Vraiment ?» Je n'en savais rien. Ou il pourrait dire « Je n'en étais pas conscient ». Je gagne des millions de dollars par année maintenant. J'ai déjà travaillé très fort pour 4 000 $. Vous savez quelle est la différence? L'inconscience. Vous pourriez appeler ça de la stupidité. Peu importe le nom, c'est un manque de conscience. Alors la question suivante devient, comment accroît-on son niveau de conscience? C'est très important. Si cela peut changer votre vie, comment allez-vous modifier votre niveau de conscience? Si vous êtes intéressé par ces 30 années de recherche dont Jack Canfield a parlé, vous obtiendriez ce matériel. Et vous l'étudieriez, vous le dévoreriez. Si vous êtes intéressé à vous sentir comme Lisa, quand elle s'est exprimée librement ici, elle était aussi à l'aise qu'elle l'aurait été à la maison à caresser son chien. Alors vous voudrez lire son matériel. Vous voyez, John et Murray ont gagné des millions à bâtir des entreprises. Si vous êtes intéressé à bâtir une entreprise, vous voudrez savoir comment vous y prendre. Si vous êtes vraiment coincé, mais vous voulez changer, vous voudrez changer votre paradigme. Remettez la diapo pendant un moment. Ce sera l'éducation efficace conjuguée à une formation professionnelle pendant une période de temps raisonnable. Cela va modifier le niveau de conscience de n'importe qui. Nous voulons une croissance continuelle. Vous avez vu Harv Eker ici. Certains se sont demandé ce qu'il fait. Il fait quelque chose dans notre domaine que je n'ai jamais vu avant. Je parlais au téléphone l'autre jour. Une de ses employées, à qui je n'avais jamais parlé, Gail, m'a téléphoné et j'ai dit « Vous êtes à Bend, dans l'Oregon, n'est-ce pas ?» Je reconnais l'indicatif régional. Elle a dit « Je suis à Redmond, ça fait partie de Bend. » Elle a ajouté « Harv organise un programme et nous aimerions savoir si vous pouvez y participer. » J'ai dit « De quoi s'agit-il » Elle a dit « Ça va être le Woodstock du développement personnel, de la pensée positive. » J'ai dit « Quoi ?» Elle a dit « Oui, ça va avoir lieu au pied d'une montagne, à Aspen. » 5 000 personnes s'y sont déjà inscrites. J'ai dit, incroyable. C'est bien Harv. Il ne jongle pas avec les petites idées. Si vous voulez vraiment faire travailler votre esprit, je me souviens d'avoir étudié le livre de David Schwartz, La magie de voir grand. David Schwartz est mort. Harv est peut-être sa réincarnation. Ce gars-là gère de très grandes idées. Il ne fait pas qu'en parler. Il les réalise. Vous devez savoir ce qui se passe ici. On a tellement réduit le prix sur l'ensemble des livres. Si vous voulez vraiment changer, achetez-les et prenez l'année pour les étudier. Je vais dévorer toute cette documentation et je vais choisir ce qui me convient. C'est ce que j'ai fait il y a bien des années. Je me souviens que j'emportais tous mes disques et mes livres et que j'allais dans un petit endroit un peu négligé. Non, ce n'était pas négligé, c'était plutôt bien en fait, sur Jarvis Street. Et à l'époque, Jarvis n'était pas une très belle rue. Il ne l'avait pas encore nettoyée.
Mais c'était un beau petit motel-hôtel. J'y allais et je louais une chambre sans en parler à personne. Je m'y installais avec mon tourne-disque et mes livres et j'y passais 2 ou 3 jours à dévorer tout cela et à faire des projets. Savez-vous que c'était le premier hôtel Four Seasons qu'Easy Sharp a construit? C'est le berceau des Four Seasons. J'ai dit, bon sang, j'ai entrepris ma croissance en même temps que lui. Comment se fait-il qu'il ait beaucoup mieux réussi que moi? De grandes idées. Il faut vraiment accroître son niveau de conscience. Voilà comment on y parvient. Vous commencez par fréquenter des gens qui le font. C'est le secret dans tout cela. Développez sans cesse votre esprit. Earl Nightingale m'a dit, si votre esprit se frotte aux grands esprits, cela va finir par déteindre sur lui. Je me suis mis à dévorer les livres. J'ai une belle bibliothèque chez moi, bien rangée. Tous mes livres sont classés par ordre alphabétique par auteur, les auteurs plutôt que les titres. Je peux trouver un élément à la mi-page environ, au quart d'un livre de Thomas Troward, sur l'esprit de l'opulence. Je peux retracer cette citation de l'esprit de l'opulence. Quand vous traitez avec l'infini, vous ne pouvez jamais prendre plus que votre part. Nous devons comprendre que nous sommes devant une puissance infinie. Nous devons prendre conscience de ce que nous faisons. Pensez à cela. L'important, c'est de veiller à ce que l'important reste l'important. J'adore ça. Vous avez une vie. C'est une question de style de vie. Je parle de paradigme. Vous allez voir des paradigmes à l'œuvre ici dans peu de temps, dans environ 14 minutes. C'est le temps qu'il me reste. Vous allez voir des gens, mais où sont-ils passés? Ils pensent déjà à ce qu'ils vont faire une fois tout cela terminé. Ils ne vivent pas dans le présent. Je vais vous suggérer de dire, je ne vais pas faire ça. Je vais changer ma vie maintenant. Je refuse catégoriquement de laisser une chose qui se passe en moi me contrôler de manière automatique. J'ai fait cela il y a plusieurs années et je ne l'ai jamais regretté. Je ne laisse aucun événement extérieur déranger ce qui se passe en moi. J'avais l'habitude d'être à la merci de ce qui se passait autour de moi. Plus maintenant. Je veux que vous revoyiez cela et que vous preniez un moment pour réfléchir à l'importance de l'argent. Est-ce important? C'est d'une importance capitale. Aussi important que l'éducation que vous donnez à vos enfants. Aussi important que l'éducation que vous vous donnez à vous-même. Vous ne devriez jamais vous demander le prix d'une chose avant de la vouloir, et ainsi, ce ne sera que pour la payer. Mon mentor m'a dit, « Bob, il ne peut pas parler, mais il peut entendre. Et si vous l'appelez, il va venir. » C'est le fondement de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction découle de la loi de la vibration. Et votre vibration va dicter ce qui va venir vers vous. C'est la vibration, c'est le paradigme qui contrôle la vibration quand vous ne pensez pas. Pensez-vous vous écarter du paradigme? Oui, pendant de brèves périodes de temps, puis tout redevient comme avant. C'est comme si le paradigme était le thermostat de la maison. On déplace le thermomètre ça et là pour changer la température de la pièce. Ça ne fonctionnera pas. Jamais. Nous voulons prendre la décision de changer cela. Pensez-y pendant un moment. La plupart des gens sont des figurants dans leur propre film. Vraiment. Elle peut être une star, il peut être une star, mais pas moi. Je me souviens d'avoir pensé, je vais faire comme Earl Nightingale. J'ai enregistré une cassette et je suis allé chez un gars qui vivait à Northbrook. Nous étions à Chicago. C'était un bon ami, je l'avais engagé en Angleterre, j'avais aidé sa famille à immigrer au Canada. Quand je suis entré à la Nightingale Content Corporation, je lui ai trouvé un emploi. Je suis allé chez lui et j'étais enthousiaste. J'avais enregistré cette cassette sur la manière dont j'allais commencer à enseigner ce sujet. J'avais utilisé un vieux magnéto et un petit micro qu'on tenait dans la main. La qualité du produit était donc nulle. J'arrêtais l'appareil, je le redémarrais, je n'avais pas fait de montage, ce n'était pas professionnel, loin de là. Je m'y rends et je démarre l'appareil. J'étais emballé. Gerald Goldsmith a écrit un livre intitulé « Le tonnerre du silence ». J'ai vécu cela ce jour-là. Je l'observais. Il était gêné pour moi. C'est devenu inconfortable. Finalement, j'ai arrêté l'appareil.
Mes jambes faisaient ça intérieurement. J'ai eu de la difficulté à sortir de la maison. J'ai dit, c'était juste une idée. Au volant, en rentrant chez moi, j'ai pensé, je laisse ce gars-là me voler mon rêve. Il ne comprend pas ce que je peux voir et entendre. Il n'a pas écouté ce que j'ai écouté. J'avais cette image, bâtir une entreprise et enseigner cela dans le monde entier. Je pensais que ça devait être enseigné. Je l'ai presque laissé me voler mon rêve. Je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais je sais qu'il n'a jamais volé ce rêve. Alors, que voulez-vous vraiment? Que voulez-vous vraiment? Vous voyez, dans la nouvelle économie, vous pouvez vraiment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Cet objectif peut sembler absurde à certains d'entre vous, mais je vous garantis que si vous me laissez vous l'enseigner, je peux convertir votre revenu annuel en revenu mensuel presque du jour au lendemain. Ce n'est même pas difficile si on consulte quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Je comprends vraiment comment gagner de l'argent. J'étudie cela depuis longtemps et je peux l'enseigner à n'importe qui. On peut y parvenir en ayant plusieurs sources de revenus. De tout temps, les gens riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Ils n'ont jamais eu une seule source de revenus et ils n'ont jamais laissé qui que ce soit déterminer combien ils allaient gagner. Ils ont décidé eux-mêmes, étudier avec des personnes qui comprennent cela. Je vous demande d'y penser pendant un moment. Ce sera peut-être plus difficile au fond de la salle, mais vous aurez l'idée générale. Il y a 3 stratégies de revenus. J'y réfère en tant que M1, M2 et M3. Si vous enseignez à vos enfants comment gagner de l'argent, et vous devriez le faire, alors vous voudrez leur enseigner la stratégie M3. Des 2 autres, il y en a une qui est terrible et l'autre est correcte si on s'y connaît. La M1 est la pire stratégie au monde et elle est utilisée par 96% de la population. Les gens troquent leur temps pour de l'argent. Il y a un problème inhérent. On l'appelle la saturation. On va manquer de temps. Tout le monde a exactement la même durée, tout le temps disponible. Les gens qui suivent cette stratégie, l'échange de temps contre de l'argent, mettent un peu d'argent de côté pour leurs vieux jours et ils le font aux dépens de leur vie. Ils ne conduisent jamais la voiture dont ils ont envie. Ils ne prennent jamais les vacances qu'ils aimeraient prendre. Ils regardent les étiquettes d'un vêtement avant de l'acheter. Ça ne fonctionne pas. La M2 est une bonne stratégie, mais elle n'est utilisée que par 3% de la population. John en a parlé, on investit son argent pour gagner de l'argent. C'est une stratégie qu'il faut étudier avec soin et si on n'y excelle pas, il faut avoir de bons conseillers. La M3 est la stratégie sur laquelle je suis tombé dans les années 60. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Il m'a fallu 9 ans pour comprendre. La stratégie M3 est utilisée par 1% de la population, mais il gagne 96% de tout l'argent qui est gagné. Ces gens-là multiplient leur temps en ayant plusieurs sources de revenus. Cette petite carte qu'on vous a remise, cette petite carte SMR, qui est dans le livre qu'on vous a donné, regardez-la attentivement. Dites « je vais le faire ». Le séminaire SGR va vous montrer comment faire cela. Notre programme de formation vous montre comment. En fait, nous enseignons à des gens comment enseigner ce matériel. Nous avions environ 1500 personnes dans le monde entier. Vous êtes intéressés à enseigner cela? Nous allons vous montrer comment. Regardez ceci pendant un moment. Supposons que c'est votre banque. Maintenant, imaginez que vous percevez des revenus de différentes régions du monde. Combien d'entre vous aimeraient cela? Vous pouvez continuer à les additionner. Il n'y a pas de limite à ce que vous faites. C'est ce que Napoleon Hill m'a enseigné, à penser et m'enrichir. On ne s'enrichit pas par accident, on s'enrichit à dessein. Il faut juste s'y décider. C'est une autre chose qu'on n'enseigne pas à l'école. On ne nous enseigne pas à gagner de l'argent, ni à prendre des décisions. Voilà pourquoi il y a tant de gens qui demandent « Que pensez-vous que je devrais faire ?» La personne que vous consultez ne pense probablement pas. Elle va dire « Je ne ferai pas cela. » Vous devriez alors lui dire « Qu'en savez-vous ?»« Je n'en sais rien. »« Pourquoi ne devrais-je pas le faire ?»« Je ne sais pas, je ne le ferai simplement pas. » Nous avons posé la question au voisin qui n'y connaît rien. Vous ne devriez même pas hésiter si vous êtes enclin à acheter toute cette bibliothèque et à la mettre à l'œuvre. Ne demandez à personne ce qu'il dirait. C'est ce que j'ai fait en 1961 et j'en remercie le ciel. J'ai reçu un mail de mon frère il y a quelques mois.
Il disait, « Tu sais, la famille a une dette de gratitude envers toi parce que tu t'es mis à lire ce livre. La famille a suivi nos traces. Tous sont financièrement indépendants et en santé. » Qu'a dit Barker? Pour façonner votre futur, vous devez avoir la volonté de changer votre paradigme. Changer votre paradigme ne survient pas par accident, cela se produit à dessein. Vous devez comprendre comment le faire. Je tiens à vous remercier tous de votre attention. Je veux remercier Power Within de m'avoir invité à participer à ce programme parce que ça m'a vraiment fait plaisir. Je veux terminer par un poème que je vous prie d'écouter attentivement. Il est tiré du livre « Riche à la naissance ». Tous les brins d'herbe et tous les flocons de neige sont juste un petit peu différents. Il n'y en a pas deux pareils, vous savez. Du plus petit, comme les grains de sable, aux étoiles gigantesques, tout a été fait avec ceci en tête, n'être que ce qu'il est. Quelle folie donc d'imiter. Et comme il est inutile de prétendre quand chacun de nous dérive d'un esprit dont les idées n'ont jamais de fin. Il n'y aura qu'un seul moi pour montrer ce dont je suis capable. Et de même, vous devriez être très fiers d'être unique. Tout part de là, avec vous, un être humain merveilleux sans limite. J'ai mentionné plus tôt que nous sommes contrôlés par nos paradigmes. Votre paradigme vous parle déjà. Il vous dit de vous dépêcher, que vous devez faire ci, faire ça. Je vous dis de dire au paradigme d'aller au diable. Et je veux que vous commenciez à changer votre paradigme maintenant. Si vous êtes le moindrement enclin à acheter toute la documentation qui est proposée, allez-y. Mais si vous ne pouvez en acheter que quelques-uns, alors assurez-vous d'acheter les miens. Ou celui de Harv, de Lisa ou de Jack. Écoutez, peu importe le programme, je connais tous ces gens-là. Ce sont tous de vrais pros et leur matériel est le meilleur qui soit. Ça a été une convention extraordinaire. Il y en aura une autre demain. Je tiens à remercier Dave et les dirigeants de Power Within de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir. Je vous reverrai tous plus tard. Merci.